Bonjour à tous, c'est Smart Impact, 30 minutes pour mettre en lumière celles et ceux qui font de la transition écologique, de la responsabilité sociale et environnementale, un axe fort de leur stratégie. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas, pleine comment forme? ça va? Impeccable. Moi aussi, pleine forme. On Super. est parti. Voici le sommaire de cette émission. L'invité du jour, c'est le directeur général de Nature et Découvertes, Antoine Lemarchand. Il est également coprésident du think tank Entreprise et Progrès. Le débat RSE du jour nous emmène dans l'univers de la mode et du prêt-à-porter. Avec cette question, pourquoi la seconde main est-elle à la mode justement? Et puis dans Smart Ideas, nous découvrirons la marque Minuit sur Terre, marque de chaussures vegan, sans cuir et sans reproche. Voilà pour les titres, c'est parti pour Smart Impact. Bonjour Antoine Lemarchand. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le directeur général de Nature et Découvertes depuis 2011, une marque créée par vos parents au début des années 90, c'est ça? C'est ça, oui, 80. On va détailler vos engagements d'aujourd'hui, si vous voulez bien. Engagements, par exemple, on peut prendre secteur par secteur, en matière d'énergie. Qu'est-ce que vous faites de particulier dans vos magasins en France? Le contexte plus général dans l'énergie, c'est que l'énergie aujourd'hui, c'est un des principaux émetteurs de carbone, enfin d'émissions à gaz à effet de serre dans le monde, en tout cas. Moins en France, mais dans le monde. Nous, on a converti toutes nos énergies en renouvelables. On utilisait l'énergie qui venait de l'hydraulique et récemment on est passé à la micro-hydraulique. Donc c'est des petits barrages qui sont moins consommateurs encore enfin moins émetteurs de gaz à effet de serre et surtout qui laissent passer en fait la faune, donc plutôt les poissons qui remontent les rivières. Donc c'était complètement compatible avec notre demande. L'éclairage dans les magasins, par exemple, c'est quoi? C'est des LED? C'est que du LED. Alors, c'est une très bonne question. C'est ce qui nous a permis de beaucoup baisser notre bilan carbone. De combien? On a perdu 15%. Enfin, on a gagné, je ne sais pas comment on le dit, mais en tout cas, on va dire gagné. Plutôt gagné. Ouais. On émet 15% de moins grâce à ça, grâce à cet investissement de 350 000 €. C'est un programme qui a duré 2 ans et demi et qui a fait que tous nos magasins ont été repassés en LED. Donc c'est un gros investissement. Vous faites aussi des économies d'énergie en passant en LED. Oui, tout à fait. Ouais, on consomme beaucoup moins. Voilà. Alors après, c'est un investissement conséquent, 350 000 €. Qui sera amorti quand du coup? Là aujourd'hui, on pense qu'en 3 ans, ça sera à peu près amorti. Donc c'est un peu tôt parce qu'on a fait ça sur les 2 dernières années et demie. Donc j'ai pas le chiffre exact. Je vous dirai dans un moment. Mais les estimations, c'est ce qu'on a. D'ailleurs, on va rester dans les engagements environnementaux pour commencer. Vous êtes engagé aussi sur tout ce qui est recyclage de déchets, c'est ça? Oui, alors on a depuis le départ, enfin la philosophie globale, c'est de se dire qu'on a une activité qui emprunte à la nature et il faut que d'une certaine manière on rende à la nature. Donc évidemment, il y a le recyclage, il y a des activités de pédagogie, il y a des activités de mécénat, on reviendra peut-être dessus. 14 filières de tri. Exactement, ouais. Donc on trie énormément de choses différentes, je ne vais pas toutes les énumérer, mais le but, c'est évidemment de baisser ces déchets parce que ces déchets, pareil, font partie de notre bilan carbone qu'on fait depuis 2007. Donc on a beaucoup d'enseignes s'enorgueillissent de dire voilà, nous on recycle tant ou on collecte tant. Nous, au contraire, nous ce qu'on veut c'est collecter mais de moins en moins. Donc on se sensibilise parce qu'on collecte des déchets de nos clients, par exemple des cartouches pour filtrer l'eau, par exemple, ça, on peut les recycler. Les piles, c'est aussi une autre filière. Donc c'est non seulement nos déchets, mais également ceux de nos clients, pas tous, mais en tout cas... Vous les encouragez dans vos magasins à rendre ce genre de produits? À trier, ouais. Ça a beaucoup marqué les premiers clients de Nature Découverte en 90, que dès l'entrée, vous avez un bienvenu et un bac à piles. Alors maintenant, il y en a partout, tant mieux. Mais les gens disaient, tiens, pourquoi, ça sert à quoi? Et c'est très coûteux de collecter et de faire recycler ces piles. Parce que vous travaillez avec des filières, du coup, qui vont après gérer. Exactement. Alors maintenant, on a une obligation par exemple, pour le D3E, pour tous les déchets électroniques, c'est une obligation. C'est intéressant, la loi vous a rattrapé en quelque sorte. La loi nous a rattrapé, mais on l'a fait... Vous faisiez avant, mais la loi... C'est pour ça que j'ai expliqué la philosophie. On s'est dit, voilà, si on prend à la nature pour faire des piles, on a besoin d'éléments naturels.
il faut du coup rendre d'une manière ou d'une autre. Alors votre engagement, il passe aussi par la Fondation Nature et Découverte, créée en 1994, 2700 projets financés pour un montant de 13 200 000 euros. C'est quoi la mission de cette fondation ? Alors la mission, c'est de sauvegarder la biodiversité, c'est-à-dire d'aider les très nombreuses associations en France, là où nous sommes, avec nos magasins, en France, dans les pays francophones, donc c'est Suisse, Belgique, Luxembourg, et moins francophone, puisque on est en Allemagne, et là on arrive aussi en Espagne. Donc à chaque fois, la Fondation, avant même qu'on arrive, essaye de financer des projets locaux, ce qui permet un accueil en général plus positif, encore plus positif de nos clients, parce qu'ils se disent, c'est pas une boîte qui vient juste nous vendre des trucs, mais elle contribue. Projet biodiversité, c'est quoi ? Il y a un effondrement de la biodiversité, vous connaissez les chiffres. Bien sûr, les chiffres du WWF ont été donnés hier, ils sont impressionnants. C'est malheureusement catastrophique, c'est un rythme extrêmement soutenu et même qui s'accélère de disparition de ce que nous connaissions petits. Alors on parle beaucoup des insectes sur les pare-brises, mais aussi des hirondelles, des requins qui aujourd'hui regagnent une place positive dans nos cœurs. Il y a aussi des choses positives qui se passent, la réintroduction du loup, la protection de l'ours, etc. Alors, beaucoup de débats. Mais globalement, la biodiversité disparaît. Et la biodiversité, c'était quelque chose qui était inconnu des Français. Pour beaucoup, pendant longtemps, la biodiversité, c'était quelque chose qui était bio. Voilà. Et c'est tout. La biodiversité est vraiment arrivée il y a 5 ans dans la tête de tout le monde, quand les gens ont commencé à véritablement voir que ça avait disparu et que ça allait avoir un impact en chaîne derrière. Mais en plus, on est dans des projets qui sont très concrets et auxquels les clients de Nature et Découverte peuvent participer avec le système de l'arrondi. Vous allez nous expliquer ce que c'est, mais avec l'exemple de cette période, de cette rentrée, c'est le Fonds pour l'arbre. De quoi s'agit-il et comment les clients peuvent y participer ? Alors là, actuellement, effectivement, pendant longtemps, en fait, alors ça existe toujours, la Fondation reçoit statutairement 10% des résultats nets de notre année, enfin l'année précédente, et donc finance à peu près 150 projets par an. Et Dieu merci, on a toujours été profitable, ce qui nous permet donc du coup d'abonder cette fondation, qui est sous l'égide de la Fondation de France, donc très contrôlée. Et il y a 5 ans, on s'est dit... Tiens, est-ce qu'on ne peut pas augmenter ça ? On a des clients qui sont de plus en plus demandeurs d'action, qui nous disent c'est bien votre fondation, mais moi, qu'est-ce que je peux faire ? Et là, donc, on a mis en place l'arrondi. L'arrondi, ça marche, j'ai arrondi au montant supérieur, à ce que je veux. Ce n'est pas sur le terminal qu'on fait, puisque ça, en général, c'est un peu moins porteur. Donc, c'est vraiment un discours d'explication. C'est nos guides qui expliquent le projet qu'on finance. Toujours un projet local. On s'est aperçu que les projets nationaux avaient un peu du mal. Mais dès que c'est local, ça fonctionne bien. Et donc les clients peuvent effectivement soutenir ces projets indirectement en rajoutant quelques centimes, quelques centimes d'euros. Et alors j'en profite pour faire un gap vers votre politique sociale et sociétale qui est un peu mêlée, que je trouve exemplaire, moi que je cite souvent en exemple, puisque vous mobilisez en fait vos salariés pour soutenir des projets locaux ancrés dans le territoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, juste pour finir, l'idée générale, c'est de faire que cette entreprise appartient à ses clients, cette entreprise aussi appartient à ses équipes. Alors, on n'est pas une coopérative, on est une société classique, SA, voilà. Mais on s'est dit, il faut que nous mettions à disposition de nos clients et de nos équipes les moyens pour qu'elles puissent s'épanouir par l'engagement. Elles sont fidèles chez nous, pas parce que je suis un super manager ou autre. Elles sont surtout fidèles, et nos clients sont fidèles parce qu'elles se disent c'est une boîte engagée. Et en plus de ça, je peux faire des choses avec. Donc, quand on arrondit, j'aide une association qui est juste à côté de chez moi. Et là, les clients, en moyenne, donnent. Un client sur 3 qui paye, donne. Et il donne 20-25 centimes. Mais les 20-25 centimes ont fait qu'en plusieurs années, on est arrivé à plus d'1 million d'euros collectés à coût de centimes. Et donc les salariés peuvent participer aussi en faisant la promotion de certaines associations. Alors ils font la promotion parce qu'à chaque fois, c'est pas sur un terminal en disant oui, non, voilà, ils parlent de mais c'est eux qui repèrent et c'est eux qui défendent auprès. C'est eux qui choisissent les projets arrondis. Voilà. Mais c'est aussi eux qui vont apporter au collège scientifique de notre fondation 3 fois par an
des projets qu'ils veulent défendre. Ils voient une association qui est en train de nettoyer des forêts, ils disent elle est formidable, ils vont monter un dossier avec l'association, ils vont ensuite aller à Paris voir ce collège scientifique pour défendre ce projet qui sera gratifié de 5, 10 000, parfois même 20 000 euros, c'est les montants, ou pas. Donc on peut revenir bredouille, parce qu'on n'a pas été bon sur... donc c'est un peu The Voice, le Voice de l'écologie. Ouais, les fauteuils se retournent? Non, quand même pas. Vous n'êtes pas allé jusque-là. Mais voilà, et vous avez deux eu fois sur beaucoup trois... de retours positifs de la part de vos salariés sur Ils adorent, parce qu'en fait, ils disent c'est vraiment un moyen que tu me mets à disposition pour m'épanouir. Dans 2 cas sur 3, ceux qui soutiennent dans les salariés s'engagent ensuite dans l'association. Évidemment, tout ça est bénévole. Oui, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, merci Antoine Lemarchand. Le fonds pour l'arbre, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais ça consiste à planter planter des haies, ce qui est ultra important. Pour la biodiversité. Voilà, pour la biodiversité. Et le CO2, j'étais très étonné finalement de l'apport, le puits de carbone que les haies arrivent à être. Ça ne me paraît pas, mais en fait, en plantant des haies, on sauvegarde la biodiversité et aussi c'est un puits de carbone. Voilà encore un projet concret. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Sur Bismart, dans un instant, enfin tout de suite d'ailleurs, le débat RSE, on va parler mode, on va parler seconde main. Pourquoi la seconde main est à la mode? C'est le sujet du débat du jour. Tout de suite pour en parler, j'accueille nos 2 invités. Dana Thomas, vous êtes journaliste mode, correspondante du New York Times à Paris et vous publiez Fashionopolis, le vrai prix de la mode et ce qui peut la sauver. Et Sarah Gabel, vous êtes fondatrice d'Eleanor de Provence, marque de robes made in France et éco-responsable. Merci à toutes les 2 d'être avec nous. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Alors en un an, 80 milliards de vêtements sont vendus dans le monde, d'après l'étude réalisée par Rent the Runaway et publiée dans le New Yorker. L'association Bernardos indique que ces mêmes vêtements seront portés 7 fois avant d'être jetés. Donc... comment on explique que... C'est ce qu'on appelle la fast fashion ou c'est ça? C'est quoi ça? Exactement. Quel est votre regard sur cette fast fashion qui est en train un peu de s'écrouler avec cette hausse de la seconde main? En fait, le fast fashion, c'est un peu comme le fast food. Quand on consomme vêtements, on jette vêtements, on a faim pas très longtemps après, on voudrait racheter encore. Et ça a explosé dans les dernières 20 ans. Et on produit en fait absolument trop de vêtements dans le monde maintenant. On surproduit. Et si on arrête aujourd'hui de faire des vêtements, on a assez de porter pour les prochaines 50 ans. Il y a assez de vêtements dans le monde. Il faudrait arrêter de produire en fait, des vêtements. Il y a assez de vendre et acheter et rejeter. Mais d'une certaine façon, le confinement nous a permis, je pense, à tous de prendre conscience de ça, parce qu'on s'est mis à ranger nos placards et on a vu la quantité de vêtements qu'on avait dans nos placards et qu'on portait plus forcément. C'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, le consommateur, clairement, il fait le tri dans ses armoires et il garde l'essentiel, en fait. Et comme vous l'avez dit... le consommateur en a marre de la mode jetable, il en a marre des déchets et il a envie d'être dans une logique beaucoup plus circulaire en fait, beaucoup plus écologique et la seconde main lui permet ça en fait. En fait, c'est marrant parce que pendant ce confinement, je crois plein de gens ont retrouvé des choses qu'ils oubliaient, étaient dans le placard. C'était comme on a retrouvé des anciens amis et on a dit « Ah oui, mais vous êtes là, comment ça va ?» Et on reporte des choses. Et je trouve que ça, c'est génial. On dit en anglais le rewear, le reportage, reporting de nos vêtements comme Kate Middleton fait en Angleterre quand elle reporte le même manteau plusieurs fois. C'est maintenant chic to repeat. Exactement. Alors, c'est intéressant de voir que le marché d'occasion serait en passe de prendre la place de la fast fashion avec un chiffre d'affaires qui augmenterait à 44 milliards de dollars d'ici 2028, selon le Boston Consulting Group et Vestiaire Collective. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Et ça va continuer de monter, je crois, à peu près un quart de tous les vêtements vendus dans les prochaines 5 ans va être des choses à seconde main. Mais les grandes marques de mode
sont en train d'intégrer ça Oui, dans leur absolument. collection de prêt-à-porter? C'est-à-dire il y aura peut-être moins de collections chaque année? Moins de c'est ce qui se collections prépare chaque année, beaucoup plus petites collections chaque année, les prix sont montés. Ils ont déclaré, on va monter nos prix. Louis Vuitton, Christian Dior, Chanel, ils ont monté les prix après le confinement parce qu'ils font moins et ils voudraient remettre les chiffres d'affaires au même niveau quand même. Ça veut dire proposer aussi de réparer les vêtements Oui, aussi. Et aussi de louer. et aussi les louer. Et ils vont travailler avec des sociétés comme Rent the Runway aux États-Unis pour louer directement. Si on voudrait une robe de Yves Saint Laurent, mais on voudrait porter ça une fois pour un mariage, on peut le louer directement de Yves Saint Laurent, que je trouve très intéressant et très circulaire. Ouais. Circulaire, ça veut dire que normalement, on a une ligne de consommation où on crée quelque chose, on utilise quelque chose et puis on le jette. Et on fait comme ça depuis le début de la révolution industrielle. Circulaire, c'est on crée quelque chose, on utilise, on recrée, on réutilise, comme Madame fait avec Eleanor. C'est ce que vous avez intégré comme idée dans Ça votre Oui, marque? clairement. En fait, dans l'économie circulaire, l'idée, c'est de dire qu'on n'utilise aucune ressource, en fait, et qu'on utilise l'existant. Et donc, Eleanor de Provence, typiquement, c'est un peu un savant mélange entre la seconde main et l'upcycling, dans la mesure où nos collections femmes, on les confectionne à partir de tissus destinés à être jetés. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être aux téléspectateurs ce que c'est que la différence entre seconde main et upcycling? Alors oui, l'upcycling, en fait, c'est le fait d'utiliser l'ancien pour faire du neuf, pour faire un vêtement complètement neuf. Donc en fait, moi, typiquement, j'utilise l'existant, et pour les collections enfants, je vais utiliser finalement les 70% qui sont dans le dressing qu'on n'utilise pas pour les transformer en robes enfants. En fait, on récupère les robes inutilisées pour les transformer en robes enfants. Ça nous permet finalement de les transformer en ces 30% de vêtements qui sont vraiment durables. C'est 30%. Vous êtes venu avec des vêtements d'ailleurs. Oui. C'est la démonstration de ce que vous êtes en train de nous dire. Expliquez-nous. Exactement. Ça, typiquement, c'était une robe femme. Qui était à manches longs et avec un col bateau. C'est une cliente qui nous l'a rapporté parce qu'en fait, on fait des opérations pendant les soldes. En fait, on pousse à cette mode plus circulaire. Donc, pour les clientes, elles bénéficient de 20% sur la collection en cours quand elles ramènent justement une de leurs robes inutilisées qui dorment dans leurs armoires. Parce que l'idée, encore une fois, c'est de se dire pourquoi finalement on produit quelque chose de nouveau. Pourquoi partir de quelque chose de nouveau alors que finalement, on a tellement déjà plein dans les placards, quoi. Et donc, vous en faites une robe d'enfant. Et après, on en fait, nous, ça nous permet de récupérer la matière et de la revaloriser en robe enfant. Donc ça, typiquement, c'est la robe. Donc ça, c'est de l'upcycling. Ouais. Mais la seconde main, vous en faites aussi, du coup? La seconde main, non. Aujourd'hui, on n'en fait pas, mais c'est effectivement aussi dans les réflexions pour la suite. C'est le fait, du coup, de réutiliser les vêtements déjà portés, de les remettre, qui connaissent une seconde vie. C'est ça. Tout à fait. Et en fait, c'est pas une idée nouvelle, mais c'est juste plus à la mode. Quand j'étais jeune, on a pris nos jeans et quand ils étaient vieux, on a coupé, fait une petite jupe ou des shorts, un short. Et puis on pense Qui semait le vent, le film avec Olivia de Havilland, Scarlett O'Hara, elle a pris les rideaux pour faire sa robe. Ouais. C'est la même idée. Donc c'est une idée ancestrale en quelque sorte qu'on remet à la mode. Vous avez des idées de marques que vous avez en tête? Je sais que par exemple Kiabi vient de se lancer là très récemment en septembre 2020, donc dans la seconde main, en mettant des rayons dédiés à la seconde main dans ses boutiques. Donc on sait qu'on achète une robe qui a déjà été portée. Exactement. Ou un pantalon qui a déjà été porté. Tellement ça marche. Vous avez d'autres exemples d'enseignes qui... Il y a plein. Je reçois des mails tous les jours des jeunes qui lancent leur marque et leur magasin tous les jours partout dans le monde. Et je trouve ça tellement bien. Je suis inspirée par ces jeunes qui disent non, on va plus vivre comme ça. On va être beaucoup plus conscient de l'environnement. On va utiliser ce qu'on a. On va refaire avec ce qui est là et gagner de l'argent avec tout ce qui déjà est là. Et c'est mieux pour la planète parce qu'on demande moins de la terre, on demande moins d'eau. Oui, des ressources naturelles. Parce que le mode utilise beaucoup d'eau pour produire et finir la finition des choses comme les blue jeans. On produit 6 milliards de paires de jeans chaque année. Et que si on peut réutiliser cette denim, ce tissu en autre façon, ou reporter et donner une vie, c'est beaucoup mieux. Et finalement, ça permet aussi de mettre en avant aussi le savoir-faire, puisqu'on utilise
aucune ressource, mis à part le savoir-faire, que ce soit local, mais on met vraiment l'accent en fait sur le savoir-faire pour le savoir-faire ancien qui a été perdu finalement, reprendre comme faisaient nos grands-parents, de reprendre des rideaux. Et vous trouvez que les lois justement ne sont pas assez strictes sur ces questions de production textile pour les géants de l'industrie du prêt-à-porter, par exemple? Déjà maintenant, il est interdit de brûler les invendus, donc c'est quand même une avancée, même si c'est qu'en France qu'ils ont les lois comme ça, et c'est super bien. C'était Brune Poisson qui a poussé C'est-à-dire partout ailleurs, on peut brûler les invendus, c'est ça? Oui. Ça semble tellement surréaliste. Et toujours, c'était Burberry qui a dit ça dans leur rapport annuel il y a 2 ans, et c'était un grand truc, mais on savait, même dans mon premier livre Luxenco, j'ai écrit ça il y a 12 ans, que c'était très connu, que soit détruit, soit brûlé, soit mettre de l'eau dessus pour juste moisir, et puis dire, ah, c'est pourri maintenant. Ça veut dire que la France est précurseur Oui, absolument, oui. Beaucoup. C'est un peu comme la loi de ne pas jeter la nourriture dans la poubelle des restaurants. Il faut revendre ou trouver une façon d'utiliser. Maintenant, on fait ça avec la mode. Sarah Gabel, dernier mot sur la touche provençale. Vous êtes basée en Provence, Oui. Vous travaillez avec des matériaux et peut-être vous parliez des influences locales d'une certaine façon. Oui, comme je vous disais, on travaille pour les robes enfants, en tout cas, on travaille essentiellement avec des couturières indépendantes de la région, en fait, qui prennent encore une fois le temps de défaire les robes à la main et de reconstruire, en fait. Et c'est cette idée-là, moi, je trouve, qui est intéressante, mais aussi dans la seconde main, c'est que finalement, on met le vêtement comme quelque chose qui va traverser le temps, en fait. Et c'est ça qui est assez magique. Et je pense que dans la seconde main, ce qu'aime aussi le consommateur, c'est que c'est un objet qui devient authentique, qui a une histoire, et c'est ça en fait qui est porteur de sens, c'est la durabilité du vêtement. Donc dans la seconde main, on trouve de tout, hein. Il y a de la fripe, il va y avoir des vêtements de plus ou moins de mauvaise qualité, et finalement, le vêtement qui va durer, c'est les 30%, comme je disais, de l'armoire, du dressing qui reste. C'est ces vêtements qu'on se pose pas de questions le matin à porter, qui correspondent au style, à son identité, et c'est ça qui fait la durabilité aussi du vêtement. Et clairement, dans l'ADN... oui, pardon. Merci beaucoup, je suis obligée de vous Merci interrompre. On a un temps, on n'a qu'une demi-heure dans cette oui, émission, on adorerait avoir beaucoup plus, mais ça passe très vite. Merci, Merci à vous. toutes les deux. On va rappeler quand même le titre de votre livre, Fashionopolis, le vrai prix de la mode et ce qui peut la sauver. Voilà, merci à toutes les deux. Merci à vous. Tout de suite, la start-up du jour, c'est Smart Ideas. Smart Ideas, une start-up mise à l'honneur en 5 minutes chrono, une bonne idée à découvrir. Bonjour Marie-Vière Klein. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes la fondatrice de la marque Minuit sur Terre. Vos chaussures notamment sont particulières, vos sacs aussi, vous êtes venus avec certains de vos produits. Pourquoi? Oui, tout à fait. Alors le premier point, quand j'ai créé la marque, la première volonté, c'était vraiment de faire des produits qui soient véganes. Donc ça fait 3 ans et demi que ça existe maintenant. Et on essaie vraiment d'allier éco-responsabilité avec ce point-là, parce que souvent c'est un peu oublié. Donc pas de cuir. Pas de cuir. Ouais. Pour les sacs et les chaussures, c'est essentiellement pas de cuir. Ouais. Ça peut aussi pas être de colle à base de poisson, ce genre de choses. Mais c'est vraiment pas de cuir, et on essaie d'utiliser les matériaux les plus innovants possibles. Donc là, le sac, c'est du polyester recyclé. Les chaussures, c'est du raisin. C'est du raisin. C'est du raisin, c'est des déchets. On est en train de découvrir vos chaussures là, sur Bismart. Elles Là, sont en raisin. Exactement. Donc c'est des Comment déchets ça marche viticoles qui sont à peu près la récolte pour le vin, en fait, tout ce qui est pressé et qui reste, donc les noyaux, enfin les pépins d'ailleurs, la peau, etc. C'est retransformé en une nouvelle matière. C'est mélangé aussi avec matière synthétique parce que 100% raisin, ça marche pas encore. Ouais. Et voilà. Après, ça fait une espèce de pâte liquide qui transforme en grand rouleau de matière où ils peuvent appliquer une couleur, une texture. Qui n'utilise pas trop de ressources, parce qu'après on pourrait se dire si c'est... Ça en utilise un petit peu, mais beaucoup moins, parce qu'il y a quand même toute la partie raisin qui forcément est recyclée, vu que c'est du recyclage. Donc c'est compliqué, et c'est vraiment un vrai parti pris de s'afficher vegan, de ne pas utiliser le cuir du coup. Oui, pour moi, oui, c'était vraiment l'idée première. Après, c'est vrai que c'est un terme qui choque beaucoup parce que c'est connoté très, très négativement pour beaucoup de monde. Donc c'est vrai qu'on essaie de communiquer plus sur le côté éco-responsable pour que personne ne se sente rejeté en fait. Les gens, ils ont l'impression, ah, c'est vegan, moi je suis pas vegan, c'est pas pour moi, alors que pas du tout. N'importe qui peut acheter un sac, même s'il mange de la viande, ça n'a aucun rapport l'un avec l'autre. Minuit sur Terre, c'est une jeune marque, vous en êtes tout de votre développement? Ça marche bien.
Ouais. Voilà, ça fait 3 ans et demi que ça existe. On a commencé par un crowdfunding, du coup, c'était en mars 2017, donc ça fait un moment maintenant. À l'époque, c'était quelque chose qui était très confidentiel. Tout ce qui est mode éco-responsable, on n'en parlait pas du tout. Donc c'était un vrai pari. Et maintenant, on développait uniquement des chaussures. Au début, on a rajouté des sacs l'année d'après. Et cette année, la grande nouveauté, c'est qu'on va aussi faire des pulls qui sont en coton recyclé. Donc toujours pareil, dans la même démarche d'éco-responsabilité. On est 4 maintenant à travailler pour Minuit sur Terre, moi compris. Hein. Et où est-ce que vous êtes distribué? Et on vend principalement en ligne. Donc c'est 90% sur le site internet. Ça Sur votre site internet? Sur mon site internet, D'accord. exactement. Après, on a quelques revendeurs, mais pas beaucoup. C'est pas une piste qu'on développe beaucoup, donc c'est quasiment que en ligne. On fait des boutiques éphémères. Bon, cette année, c'est un peu tombé à l'eau, mais Et où sont fabriqués vos produits alors? tout est fabriqué au Portugal, à côté de Porto. D'accord. Vous êtes une bordelaise d'adoption, donc ces chaussures à base de raisin, c'est un clin d'œil à Un cette peu. En fait, région j'étais d'adoption. contente que ça sorte. Ça fait longtemps que je suis le processus de développement de la matière et c'était pas encore au point de la commercialisation. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'en étant en Bordeaux, avoir des chaussures en raisin, c'est quand même sympa. Donc j'étais contente de le faire aussi. Même, on a aussi des modèles en pommes, mais ça parle moins dans le bordelais, les pommes. C'est quoi l'enjeu, les enjeux pour une jeune marque qui a à peine 3 ans d'existence comme la vôtre, pour se faire connaître? Là, vous avez une occasion de parler de vous. C'est quoi les enjeux, les leviers que vous cherchez à mettre en œuvre? Pour se faire connaître, c'était principalement les réseaux sociaux au début. Ça a vraiment commencé comme ça, à l'époque où c'était encore... Enfin, on pouvait encore avoir un impact sans payer. Au début, c'était pas mal. Instagram, par exemple? Alors, Instagram, c'est venu après pour nous, parce qu'il y a 4 ans, c'était plus Facebook. Mais Facebook, maintenant, c'est un peu... C'est pas que c'est en déclin, mais pour les marques, en tout cas, tout le monde s'est un peu réorienté sur Instagram. Même nous, on l'a vu. On a maintenant beaucoup plus d'abonnés sur Instagram, alors que historiquement, on avait vraiment une communauté plus forte sur Facebook. Donc, les réseaux sociaux marchent toujours très bien. Tout ce qui est presse, ça marche aussi très bien. Et alors là, votre sac, vous pouvez nous dire en quoi il est fait, avec quel matériau? Alors, le sac, c'est du polyester recyclé, donc c'est des bouteilles plastiques recyclées, et l'intérieur, pareil. L'intérieur, la même pareil. matière, Même mais, la anse, là? La hanse, c'est du bois, par contre. C'est du bois. Voilà. D'accord. Donc Mais par il y a contre, aussi une ça, dimension technologique dans votre démarche. Vous disiez, je suivais l'évolution de la recherche sur les déchets du vin pour pouvoir créer des produits. Donc il faut être à l'affût de ce qui se crée. Il faut vraiment surveiller parce que toutes les jeunes marques, entre guillemets, qui proposent des matières innovantes, on ne les connaît pas forcément. Donc il faut surveiller ce qui se fait, tout ce qui est prix d'innovation, par exemple, pour les matières. Il faut vraiment... être exactement comme vous disiez, être à l'affût de tout. Même pour, des fois c'est bête, mais ça peut être un concurrent qui sort un truc extraordinaire. Il faut faire attention à ne pas faire la même chose. Il y a tout ce côté-là aussi à prendre en compte. Et donc à venir des pulls en coton recyclé avec la marque Minuit sur Terre. Merci. Merci beaucoup Karine Vierclin. Bon vent à Minuit sur Terre. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact et d'une nouvelle semaine passionnante. Ça file vite. Merci à tous. Merci également à Olivia Hieré-Dobré qui prépare cette émission à nos côtés. Et merci aux équipes techniques de Bismarck. Bon week-end et à lundi. À lundi.